Quelle heure est-il ? 6 heures. Minuit, pourquoi ? Syllabe. Il est midi. La radio sauvage. Minuit. 01. Et à minuit, plus personne. 6h avant minuit. C'est l'heure de l'interview et aujourd'hui c'est Estelle qui reçoit une invitée. En effet, donc si vous avez déjà attendu des heures aux urgences ou que votre maternité de proximité a fermé, cette enquête elle va vous parler. Le média Splan s'est penché sur l'état de l'hôpital public en Bretagne à travers une grande enquête en 4 volets. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Isabelle Jarjaï, habillée d'un pull en maille blanc et rouge, une des journalistes à l'origine de cette enquête. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, avant de rentrer en détail dans l'enquête, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu enquêter sur l'hôpital public en Bretagne ? En fait, c'est venu donc de la rédaction de Splan. Moi, je suis journaliste indépendante et je réponds à des demandes de rédaction, notamment celle de Splan. Et eux, ils se sont posé la question de l'hôpital public en partant du constat que c'est un sujet qui finalement est constamment traité par les médias, mais de manière sur l'actualité chaude, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps du buzz sur les urgences qui sont saturées, sur une maternité qui va fermer. C'est un sujet dont on parle tout le temps, mais sur lequel on ne va jamais au fond, c'est-à-dire la question principale qui est de savoir pourquoi on en est là, comment est-ce qu'on en est arrivé là pour que l'état de l'hôpital public en Bretagne, mais en France également, soit dans cet état-là aujourd'hui. Donc c'était vraiment la question de départ, d'essayer de décrypter et d'expliquer ce qui s'est passé depuis 20, voire 30 ans pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voulez montrer sur ces 20-30 années à travers cette enquête en 4 volets ? Alors, l'idée, c'était déjà d'une part de pouvoir documenter très précisément l'état de l'hôpital public en Bretagne. Donc par exemple, on révèle des choses dont on ne parle pas d'habitude, qui est par exemple l'état des hôpitaux, des établissements au sens propre, des bâtiments. Donc on révèle une information confidentielle qui est qu'il y a un bâtiment du CHU de Rennes aujourd'hui qui est sous réserve pour non-respect des normes de sécurité incendie. On a aussi un bâtiment du CH de Redon qui aujourd'hui ne répond pas aux critères et qui devrait être fermé. Et pour compenser ça, on emploie de la sécurité 24 heures sur 24 parce qu'il ne répond pas aux normes de sécurité incendie. Donc c'est très concret. Ça, c'est des choses qu'on a documentées et dont on ne parle pas d'habitude. Donc l'idée, c'était déjà de documenter ce qui se passe et les conséquences que ça peut avoir très concrètement pour les gens qui veulent se faire soigner à l'hôpital public en Bretagne. Mais est-ce que vous aviez une certaine idée de l'état hospitalier en Bretagne ou vous avez vraiment été surprise par certains chiffres ou par certains événements ? Alors oui, on a été surprise par des choses, ce que je viens de vous dire par exemple sur les bâtiments. Et du coup, pour répondre à votre question, effectivement, l'objectif c'était de montrer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de choix notamment politiques qui sont guidés par une volonté de rationaliser économiquement l'hôpital et qui du coup aboutissent à des situations où non seulement on manque de médecins, mais aussi on manque de lits et on a des bâtiments qui sont très vétustes et on a des services, des services de santé comme notamment les maternités, qui ne sont pas rentables et qui du coup sont laissés de côté parce que on refuse de leur donner l'argent dont elles auraient besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Et c'est là qu'on revient vraiment à ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est la mise en place de la tarification à l'activité dans le financement de l'hôpital public et le fait qu'au lieu de donner de l'argent à l'hôpital comme on fait aujourd'hui pour l'éducation où on donne une enveloppe globale et les lycées, les collèges utilisent cette enveloppe et l'année d'après, s'ils avaient eu besoin de plus, ils demandent plus et ils peuvent espérer peut-être avoir plus. Aujourd'hui, l'hôpital, depuis 20 ans, on lui donne de l'argent en fonction de ce qu'il fait comme activité. Et on tarife toutes les activités, tous les actes. Donc, quand on parle de maternité, c'est l'acte de la péridurale, mais ça peut aussi être un acte de prise de température pour un patient qui est hospitalisé. Tout ça rapporte de l'argent à l'hôpital, mais tout ça n'a pas le même tarif. Et en fait, le problème, par exemple, des maternités, c'est le fait que les actes de gynécologie obstétrique sont sous-financés dans les tarifs de la tarification à l'activité et que du coup, il faut faire énormément d'accouchements pour une maternité pour être rentable, gagner de l'argent. Et c'est vraiment ça qui a changé depuis 20 ans. C'est qu'on demande à l'hôpital public de gagner de l'argent et pas seulement de faire sa mission de service public pour répondre à des enjeux de santé publique, mais d'optimiser son activité pour gagner de l'argent.
ou en tout cas ne pas en perdre au maximum. Oui, là, vous avez pas mal parlé du volet 2 du coup, de l'enquête, qui est en Bretagne, l'hôpital public rationné, les cliniques privées rassasiées, donc avec la réforme de la tarification à l'acte, aussi connue sous le nom de T2A. Et dans ce volet-là, vous montrez que la fermeture d'un service public ouvre souvent la voie au privé. Surtout avec, vous avez pris en exemple le centre hospitalier de Brocéliande, dont 3 ans après la fermeture du service public, une clinique privée ouvre un service similaire. En quoi c'est problématique ce revirement dans le privé ? Alors déjà, il y a un problème de promesse politique parce qu'en 2021, l'Agence régionale de santé qui représente le ministère a promis au centre hospitalier de Brocéliande qu'il conserverait ce qu'on appelait auparavant les services de soins de réadaptation. Enfin, très concrètement, si vous avez un accident, c'est là où on vous envoie. Si vous avez besoin de rééducation, vous ne pouvez pas encore rentrer chez vous. Vous passez quelques semaines dans un service de soins de réadaptation. Et donc, ce service était voué à fermer parce que pas assez rentable. Sauf que l'Agence régionale de santé s'était engagée en 2022 de mémoire à sauver ce service. Et en fait, non seulement ils ne l'ont pas sauvé, mais ils ont autorisé le groupe Vivalto ce sont les cliniques privées de Saint-Grégoire et de Cesson, ils ont autorisé le groupe Vivalto à ouvrir son propre service. Alors, c'est pas encore fait, l'autorisation a été donnée, mais le service n'est pas encore ouvert. Et en fait, ce que ça pose comme problème, c'est que d'une part, d'un point de vue d'accès aux soins, ça veut dire que des personnes qui auraient pu aller au CH de Brocéliande, les personnes qui vivent du côté de Montfort-sur-Meux ou Saint-Méen-le-Grand, elles vont plus pouvoir être prises en charge sur ce territoire. Donc déjà, elles vont devoir être envoyées sur Rennes, ce qui pose problème, tout simplement en termes de distance par rapport à leur lieu de vie. Et ensuite, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, au lieu de mettre de l'argent dans l'hôpital public pour essayer de sauver des lits à cet endroit-là, on confie cette activité au privé qui, lui, risque de faire des choix dans les patients qu'il va recueillir pour recueillir des patients qui sont les plus rentables. Ceux dont les pathologies sont les moins lourdes, qui rapportent le plus d'argent parce qu'ils sont là, ils dorment sur place et ça va nécessiter des actes qui sont bien tarifés, mais on peut craindre qu'ils refusent des patients avec des pathologies un peu plus lourdes et mal rémunérées par la tarification à l'activité. Et donc ce phénomène de privatisation de la médecine, ça vient d'une cause dont vous avez parlé dans le volet 1, le fait de la régulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail c'est quoi la régulation ? Alors la régulation, on en parle énormément tout l'été, on a parlé de régulation en disant pas tous, je ne sais plus la proportion, mais c'était assez impressionnant cet été le nombre de services d'urgence en Bretagne qui se sont retrouvés régulés. Donc la régulation, ça veut dire que très concrètement, vous n'avez pas le droit d'aller au service d'urgence. Si vous avez un problème, vous n'avez pas le droit de vous faire emmener par un ami aux urgences et d'être admis. Vous devez appeler le 15 avant d'y aller. Et là, vous devez être d'abord pris en charge soit par un médecin régulateur généraliste, si par exemple c'est un enfant qui fait 42 fièvres, son état n'est pas dramatique, mais bon, ce serait quand même bien qu'il voit un médecin et on est samedi soir, donc il ne peut pas aller voir son médecin généraliste. Donc lui, il devrait être pris en charge par un médecin régulateur généraliste au téléphone, qui, lui, devrait lui trouver soit un médecin de garde pour aller voir un médecin de garde. Et s'il n'y a pas de médecin de garde, ce qui arrive souvent, il va l'envoyer aux urgences de l'hôpital. Si c'est une urgence un peu plus vitale, c'est un médecin régulateur urgentiste qui va prendre l'appel et qui va décider s'il faut envoyer cette personne aux urgences ou pas. Et en fait, là, on a deux problèmes. C'est qu'on manque de médecins en ville, donc on a énormément de patients qui vont être dirigés vers les urgences alors qu'ils ne devraient pas être aux urgences parce que leur cas n'est pas, ça peut attendre 12 ou même 48 heures ou 72 heures. Et le deuxième problème, c'est qu'on manque de médecins régulateurs, surtout des médecins régulateurs généralistes, et que du coup, la majorité des appels sont pris en charge par les médecins urgentistes, et donc ça flèche la majorité des gens d'office vers les urgences. Et en fait, tout ça fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec énormément de gens aux urgences. Mais le problème, c'est que la régulation en tant que telle, c'est finalement le fonctionnement normal des urgences. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que tout le monde doive aller aux urgences un samedi soir juste parce qu'il n'y a aucun autre médecin de garde. En fait, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui en Bretagne, c'est le manque de maisons médicales de garde, le manque de médecins de garde. Auparavant, jusqu'en 2002, les médecins généralistes avaient une obligation de garde où ils étaient rémunérés pour ça, évidemment. Mais comme les pharmacies aujourd'hui, les pharmacies ont une obligation de garde. Et en fait, en 2002,
On a changé cette règle et aujourd'hui, ils n'ont plus d'obligation de garde. C'est un des débats actuels dans la lutte contre les déserts médicaux. Et c'est vraiment un problème parce que du coup, aujourd'hui, si vous avez un enfant qui fait de la fièvre un samedi soir, vous avez quasiment aucune chance de pouvoir voir un médecin de garde et donc vous allez aller aux urgences et vous allez rester là peut-être 8 ou 10 heures alors que vous n'avez rien à faire là. Vous avez juste besoin de voir un médecin. Pour juste préciser le chiffre que vous cherchiez tout à l'heure. Donc c'était à l'été 2024, 21 services d'urgence sur 33 en Bretagne qui étaient régulés la nuit. Et même cette régulation, ce n'est pas le seul problème des déserts médicaux et c'est pas la seule conséquence aussi sur les patients. Il y a aussi la qualité des centres hospitaliers qui se dégrade d'année en année. Donc dans votre enquête, vous expliquez que les hôpitaux bretons, qui sont du coup essorés par la T2A, et ils n'ont plus de marge de manœuvre pour investir. Et du coup, quelles sont les conséquences concrètes de ce manque d'investissement sur la qualité et la sécurité des patients ? Alors donc, ce que je disais, c'est qu'on a des bâtiments à Redon ou au CHU de Rennes qui ne répondent plus aux normes de sécurité incendie. Donc ça pose quand même question pour la sécurité. Après, par exemple, à Redon, on a des soignants qui nous expliquent que les bâtiments sont tellement vétustes qu'ils sont obligés de mettre des draps aux fenêtres l'hiver pour éviter que l'air froid rentre dans les chambres. Et surtout... notamment par exemple à Vitré, j'ai pu prendre connaissance d'un document confidentiel interne à l'hôpital qui explique que tous ces hôpitaux sont en déficit. C'est ça le problème, notamment depuis la crise sanitaire, ils sont tous en déficit, donc on parle de millions d'euros de déficit, et donc ils ne peuvent pas investir. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est de faire plus d'activités pour avoir plus d'argent, pour pouvoir investir. Sauf que ce que disait par exemple ce document que j'ai eu pour Vitré, c'est qu'ils ne peuvent pas faire plus d'activités étant donné que les bâtiments sont détériorés. Donc très concrètement, c'est des services qui fonctionnent à minima parce que certaines salles ne sont pas fonctionnelles, c'est un manque d'investissement en termes de matériel, etc. Et donc ça les empêche de développer leur activité et du coup c'est un cercle vicieux parce que moins ils développent, moins ils ont d'argent et moins ils ont d'argent, moins ils peuvent rénover. Et ça dure pour certains depuis 10 ou 15 ans. Donc c'est le cas à Vitré, c'est le cas à Redon, c'est le cas à Dinan. Il y a énormément de centres hospitaliers en Bretagne qui attendent d'être rénovés. Donc là, on est vraiment face à un problème très concret, c'est-à-dire des bâtiments qui se détériorent jusqu'au moment où ils ne seront plus du tout capables d'accueillir du public. En effet, certains projets de rénovation, ils sont en attente depuis 15 ans. Est-ce que c'est une forme d'abandon de la part des institutions, dont l'ARS et l'État ? Alors, c'est un refus d'investir sur la santé, très clairement. En fait, tout ça, c'est financier, c'est des choix financiers. Là, on aborde une période, normalement, budgétaire où où le Parlement, en théorie, est censé adopter le projet de loi Finances 2026. C'est là-dedans que ça se joue. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme argent dans la santé. Moi, je travaille sur un autre sujet, les autoroutes, et vous allez voir le rapport. C'est-à-dire que les autoroutes qui sont déléguées à des entreprises comme Vinci, notamment, elles rapportent 4 milliards d'euros par an de bénéfices aux actionnaires de Vinci, de bénéfices. Donc, c'est vraiment une fois que vous avez enlevé les charges. Le budget de la santé, je crois que le chiffre que j'ai en tête, ça doit être un truc comme 2023, c'était 1,5 milliard d'euros. Donc, vous voyez le problème, c'est qu'on a 4 milliards d'euros de bénéfices qui partent dans les poches des actionnaires de Vinci, parce que c'est l'argent que nous, on paye au péage contre autoroute, et qu'en face, on n'a que 1,5 milliard d'euros de dépenses pour la santé. Voilà. C'est vrai que c'est assez problématique, c'est un peu absurde. Je vais juste revenir sur le volet 4 de l'enquête. En Bretagne, l'hôpital public cherche des médecins de toute urgence. Donc ça, c'est l'info qu'on entend partout. Il y a un manque accru de médecins. Est-ce que ce constat il est valable partout en France ? Et je suppose que oui, même si d'autres régions sont dans des situations bien plus critiques que la Bretagne. Mais quelles sont les particularités de la Bretagne ? Est-ce qu'on est pire qu'ailleurs ? Non, on n'est pas pire qu'ailleurs. Par contre, la particularité de la Bretagne, c'est la fracture territoriale entre le littoral et le centre-Bretagne. C'est-à-dire que sur le littoral breton, il y a des endroits où on est presque on a presque une surpopulation médicale, avec des personnes qui sont attirées par le fait de vivre au bord de la mer, très, très simplement. Et par contre, avec d'autres endroits où on est en sous-population médicale. Donc la particularité de la Bretagne, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des divisions territoriales, des fractures territoriales assez fortes en fonction de où est-ce qu'on habite en Bretagne.
Je voulais juste revenir sur un point. Certains centres hospitaliers vous ont demandé une certaine somme d'argent pour avoir divulgué des documents. Et du coup, je voulais savoir en quoi cette affaire elle représente une entrave à la liberté de presse, d'expression. Alors, en fait, j'ai demandé les procès-verbaux des conseils de surveillance des hôpitaux publics. Ce sont des documents communicables parce qu'on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a confirmé que c'était des documents communicables. Et certains, comme l'hôpital de Redon ou de Fougères ou de Lannion, nous les ont fournis. Et d'ailleurs, j'ai aussi reçu ceux du CHU de Nantes récemment sans aucun problème. Et en fait, le CHU de Brest a refusé de me les transmettre et le CHU de Rennes et de Brocéliande aussi et de Vitré aussi. Et j'ai fait une requête devant le tribunal administratif et non seulement ils ont refusé de me les transmettre, mais ils ont aussi demandé au tribunal administratif ma condamnation pour procédure abusive et ce qui correspond à une amende forfaitaire pour remboursement des frais à 2 000 €. Donc 2 000 € pour le CHU de Rennes, 2 000 pour le CH de Brocéliande et 1 500 € pour le CH de Vitré. Donc j'ai recommencé la procédure et là j'espère avoir un nouvel avis CADA, donc commission d'accès aux documents administratifs, et pouvoir faire de nouvelles requêtes au tribunal administratif et j'espère finir par obtenir ces documents. Mais en fait, ça semble ressembler à une espèce de procédure bâillon dans le sens où non seulement ils refusent de me fournir des documents qui sont d'ordre d'intérêt général et dont la CADA dit qu'ils sont complètement communicables, ça c'est la première chose, mais en plus on dirait presque que c'est un peu une manière d'intimider, de dire si vous poursuivez dans votre démarche, vous risquez en plus de perdre de l'argent. Donc moi, je me suis désistée de ma première requête pour ça. Et c'est assez incompréhensible, sachant que ce sont des documents communicables. Donc on commence à se demander qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à cacher pour ne pas vouloir les donner à ce point-là. En tout cas, merci d'avoir pris le temps avec nous ce soir pour discuter de cette enquête. Et si elle vous intéresse, je vous invite fortement à aller la lire sur Splan, sur leur site internet. Merci. Merci à vous. Oui, et puis j'ajouterais, n'hésitez pas à soutenir financièrement aussi Splan et tous ces médias locaux d'investigation qui nous donnent des enquêtes super intéressantes comme celle-ci qui sont vitaux pour notre démocratie. Donc n'hésitez pas à soutenir financièrement Splan et d'autres médias, bien sûr. Oui, et qui ne vit que des dons. Voilà. Toutes ces enquêtes sont libres, en accès libre, gratuit, mais sont financées uniquement par les dons. 6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.